Je vais vous parler aujourd'hui d'une approche qu'on a développée au fil des années sur la maîtrise et les moyens de maîtriser le bruit en milieu industriel. Donc là, la présentation va être divisée en trois parties. La première partie, je vais rappeler un peu quels sont les enjeux acoustiques en milieu du travail, milieu industriel. Ensuite, je vais vous présenter la démarche, le process de cette démarche, de cette approche. Dans une troisième partie, je vous partagerai une étude de cas qu'on a réalisée avec un client, donc un dossier très concret. Les enjeux acoustiques, alors je pense que vous les connaissez. On a évidemment le premier enjeu qui est la santé des travailleurs. Aujourd'hui encore en France, la surdité liée au bruit est la troisième maladie professionnelle. Il faut savoir qu'une surdité professionnelle déclarée, c'est pas juste un petit peu dur de l'oreille, c'est des gens qui sont complètement coupés du monde. C'est une surdité lourde. C'est un coût important aussi pour l'entreprise, au-delà du coût social. La personne qui est atteinte d'une surdité professionnelle doit rester dans l'entreprise, doit être protégée du bruit. Donc c'est souvent des gens qui ont passé leur vie dans un atelier et qui du jour au lendemain se retrouvent dans un bureau. Donc c'est des conséquences qui sont lourdes à la fois pour les salariés, mais pour l'entreprise également, en termes de coûts. Donc il existe des réglementations pour prévenir ces maladies. On a des textes qui précisent la durée maximum d'exposition au bruit et vibrations. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Et il y a un texte un peu moins connu qui est l'arrêté du 30 août 90 qui définit des traitements à mettre en œuvre sur les ateliers dans le cas d'aménagement ou de réaménagement d'ateliers existants à partir du moment où les gens sont exposés à plus de 85 décibels. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Et pourtant, l'impact est important parce qu'on conçoit des ateliers qui sont adaptés, qui sont moins bruyants. Et quand on le fait à la conception d'un atelier, en fait, ça coûte beaucoup moins cher. Mais bon, voilà, ça, c'est un petit peu l'arsenal législatif. Un autre enjeu du bruit industriel, c'est l'impact environnemental. On a des textes qui définissent des niveaux de bruit ou des notions d'émergence ou voisinage à respecter. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont assez connues. Soit le texte général pour le bruit de voisinage, soit dans le cadre d'installations industrielles, les textes sur les ICPE. On a d'autres espaces qui sont quand même des espaces de travail dans lesquels on passe beaucoup de temps, mais qui ne sont pas des ateliers ou des zones de production. Je parle des bureaux, des cantines, où là, généralement, on n'est pas exposé à des niveaux dangereux, et par contre, on est exposé à un environnement acoustique, un environnement sonore, qui a un impact sur le travail, sur la fatigue, sur la productivité, et de manière générale sur le bien-être des salariés. Il n'y a pas de réglementation qui impose des niveaux sonores dans ces espaces-là. Par contre, on sait que ça a un impact important, notamment sur la productivité. C'est une étude d'Ipsos de 2014 qui montre qu'un environnement sonore mal adapté génère jusqu'à 86 minutes de perte de productivité par employé par jour. Donc le coût pour l'entreprise est important. Il y a des normes qui existent et qui donnent des valeurs de niveau de bruit, d'isolement entre les espaces, de contrôle de la réverbération et qui permettent justement de créer des espaces adaptés au travail et au confort des employés. Alors, quelque chose que je voudrais partager maintenant que j'ai pu observer, ça fait 30 ans que je fais ce métier, c'est que les actions d'insonorisation, de traitement du bruit, sont souvent perçues assez négativement par nos clients. En fait, on a peur de rentrer dans cette démarche et les raisons sont nombreuses. On pense que ce sont des investissements qui sont non productifs. Alors, effectivement, ce n'est pas productif directement. On a l'impression que ce sont des traitements qui vont coûter cher. Ça peut être le cas. Ça peut générer des contraintes d'exploitation, contraintes sur la production, contraintes sur la maintenance, par exemple. Et puis, certains de nos clients ont eu des expériences négatives, des expériences où ils ont investi de l'argent, des gros efforts, et à la fin, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ou alors ça fonctionne, mais c'est tellement contraignant que 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, tout est démonté parce qu'on ne peut pas travailler avec ces traitements. Donc, tous ces aspects, tous ces éléments font que certains de nos clients ont peur, n'ont pas envie de se lancer dans la démarche.
Et donc c'est pour ça qu'au fil des années, on a développé une approche basée sur notre expérience client, notre expérience d'acousticien avec nos clients, pour faire la différence et pour justement essayer de pallier le plus possible aux inconvénients que je viens d'évoquer. Donc c'est une démarche assez simple, en 5 étapes importantes, et qui est basée, qui a été développée, je dirais, au fil des années passées auprès de nos clients pour les aider à régler leurs problèmes de bruit. La première phase évidente, ça va être l'analyse du projet. Comprendre quel est le projet, quel est le process, quel est l'enjeu, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Ça s'adresse à des sites existants qu'on veut corriger, sur lesquels on veut réduire le bruit, protéger les opérateurs. Mais la démarche s'applique aussi à des extensions ou des projets neufs. C'est la même approche. Donc l'analyse du projet initial, ça va être sur plan, sur données techniques d'équipement dans le cas d'un nouveau projet, d'une extension, ou sur un site existant, ça va être l'identification et la caractérisation des différentes sources de bruit, des différents équipements et des voies de propagation. Et à partir de ces éléments recueillis, soit sur site, soit sur plan, on va réaliser une modélisation acoustique du projet ou de la situation actuelle qui permet de connaître l'ensemble des niveaux sonores générés par les équipements existants ou futurs. Mais au-delà de présenter une jolie carte de bruit des ateliers, les informations qu'on va retirer de ces modélisations sont en fait des niveaux sonores, mais surtout l'impact acoustique réel de chaque source de bruit. Parce que c'est bien de connaître le niveau de bruit global, mais on est dans une recherche, dans une démarche de recherche de solutions. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi on a 65 dB ici ou 70 dB, et quel est l'impact de chaque source de bruit. Parce que quand on a un grand nombre d'équipements, un grand nombre de sources de bruit, c'est très difficile de dire « Ah oui, ça vient de là, ça vient de là ». On se trompe très facilement. On va rapidement surtraiter des équipements qui n'avaient pas besoin d'être trop traités, et on va souvent également oublier des équipements qui, cumulés, vont avoir un impact important. Donc l'analyse du projet initial permet de connaître le poids de chaque source de bruit et donc de définir qu'est-ce qu'on doit rechercher en termes de gains acoustiques, puisque si on cherche 10 dB d'atténuation sur une source de bruit, on ne va pas du tout avoir la même solution que si on cherche 20 décibels. Cette approche nous permet de savoir exactement quelles sont nos priorités d'action là où on doit travailler en premier. Donc une fois que ce diagnostic de la situation initiale ou la situation projetée est réalisé, on met en place une démarche de recherche de solutions. Donc on crée un groupe de travail parce que l'acousticien, c'est un acousticien. C'est pas un spécialiste du process industriel, c'est pas un spécialiste de l'atelier, c'est pas un spécialiste des différentes contraintes qu'on peut rencontrer. Donc je dirais peut-être le cœur de la démarche, c'est ce groupe de travail. On va réunir des gens de la maintenance, des gens des travaux neufs, des gens de la production, des gens bien sûr de l'hygiène sécurité, qui chacun va apporter sa vision sur les différentes solutions qu'on va pouvoir imaginer. Alors, je prends un exemple. J'ai identifié qu'un groupe hydraulique dans l'atelier est particulièrement bruyant, il faut le traiter. Je vais en parler avec les gens de production, ils vont dire pas de problème, groupe hydraulique, vous pouvez le capoter, on n'a aucune contrainte là-dessus. Le gars de la maintenance va peut-être me dire attendez, moi à ce groupe, j'interviens une fois par semaine pour une opération de maintenance. Si vous faites un capotage, moi je vais faire 2 heures chaque semaine. Donc ça c'est une solution, on sait qu'elle va générer des contraintes et qu'il est probable que dans 6 mois, le capotage il sera démonté et on ne pourra pas l'utiliser. Donc c'est une mauvaise solution parce qu'elle marche sur le papier, mais dans la réalité de la vie de l'atelier, elle ne va pas fonctionner parce qu'elle ne va pas durer dans le temps. L'analyse des différentes solutions envisageables par le groupe de travail est essentielle pour définir des solutions qui vont être viables pour l'entreprise. En fait, on ne va pas se focaliser uniquement sur des solutions de traitement à la source. Bien sûr, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire
capotage d'équipement, mise en place d'un silencieux, modification d'une machine pour régler le problème à la source. Mais on va également regarder les actions sur la propagation. Parce que quand on a un grand nombre de sources de bruit dans un atelier, eh bien, modifier la propagation du bruit dans l'atelier va pouvoir avoir un impact sur un grand nombre de sources et réduire les niveaux sonores à une certaine distance des équipements. On va également regarder quelles sont les actions pour protéger l'opérateur, parce que le but n'est pas forcément de réduire le bruit, le but est de réduire l'exposition au bruit de l'opérateur. Donc on ne va pas forcément créer un atelier silencieux, mais on va essayer de créer un atelier dans lequel les opérateurs sont protégés. On va bien sûr regarder ce qu'on peut faire au niveau de l'organisation, parce que, encore une fois, ce n'est pas le niveau de bruit qui nous intéresse, c'est l'exposition au bruit. Donc on peut modifier des manières de travailler, certaines manières de travailler, et ça, encore une fois, il n'y a que le groupe de travail qui peut nous aider, nous, acousticiens, à trouver des solutions d'organisation qui vont permettre de réduire le temps d'exposition au bruit. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, c'est un cas que j'ai rencontré dans une usine d'aluminium où on avait un opérateur qui sciait des gros lingots d'aluminium. Il était protégé dans une cabine et on s'est rendu compte, en faisant les mesures d'exposition, que son exposition restait très très élevée. On était à plus de 100 dB d'exposition sur 8 heures, alors qu'il était dans la cabine. En travaillant avec, en observant le poste de travail et en travaillant avec les gens de la production, on s'est rendu compte qu'il avait besoin d'observer la fin du sciage du lingot de près. Il devait s'approcher de la lame pour voir ce qui se passait parce que c'était un moment très sensible. Et c'est pendant ces quelques minutes par jour d'observation qu'il prenait plus de 120 décibels. Il sortait de la cabine pour aller voir la fin du sciage. Donc là, c'était assez simple. On a réorganisé un petit peu le poste de travail. On a mis un miroir qui lui permettait de voir ce qu'il devait voir. Il restait dans sa cabine et on a gagné, avec quelques dizaines d'euros, on a gagné 20 ou 30 dB d'exposition au bruit. Donc là, on n'a pas changé le bruit, on a changé l'organisation du travail qui a permis de réduire l'exposition. C'est juste un exemple, il y a évidemment plein de pistes possibles. Et donc, une fois qu'on a fait le tour de tout ce qui est envisageable, et c'est vraiment l'idée du groupe de travail, c'est de tout balayer sans se dire non, ça c'est pas possible. On essaye de tout balayer, mettre sur la table, chercher, identifier les contraintes pour chaque solution. On se retrouve avec une liste d'actions envisageables et donc là, on va les rentrer dans le modèle. Donc le modèle acoustique qui a été réalisé au départ et on va pouvoir simuler l'efficacité de différentes solutions, différents scénarios, différentes combinaisons de solutions. Donc le but de ces simulations, c'est vraiment d'avoir une vision objective de la situation parce que on a, même nous, acousticiens, parfois on dit tiens, si on fait ça, ça va être très efficace. On lance le calcul, on s'aperçoit, ah ben non, finalement, ça coûte 200 000 euros et on gagne 1 dB, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc en fait, on essaye de balayer l'ensemble des possibilités et on les présente au groupe de travail. On travaille donc sur l'analyse des différentes configurations. On regarde pour chacune d'elles son efficacité et puis les contraintes associées et également le coût, puisqu'on fait une évaluation budgétaire pour pouvoir dire bah oui, là c'est vachement bien, on a gagné 20 dB, mais ça coûte 10 fois plus cher alors qu'on a une solution où on gagne que 19 dB et c'est 2 fois moins cher. Donc c'est vraiment la recherche du meilleur compromis, le compromis entre le coût, entre l'efficacité et les contraintes sur l'exploitation. Donc généralement, à l'issue des premières présentations, ça donne de nouvelles idées, de nouvelles configurations. On élimine des solutions qu'on avait imaginées au départ qui sont finalement pas si efficaces que ça. On relance des calculs et il y a souvent, je dirais, 2 ou 3 allers-retours entre le calcul et le groupe de travail pour arriver au final au meilleur compromis en termes de rapport coût-efficacité. Donc une fois que les solutions sont trouvées, on passe à la définition technique de ces solutions. Donc, nous sommes bureau d'études, hein, on ne vend pas de solutions, de matériaux, on est vraiment un peu comme le médecin qui prescrit des médicaments mais qui ne vend pas les médicaments. Et l'intérêt de cette démarche, c'est justement qu'on recherche les meilleures solutions, les moins chères, qui parfois, si on touche un peu à l'organisation, vont rien coûter en termes d'investissement. Donc notre travail à ce stade, donc dans la 4e phase, va être de définir
le cahier des charges technique des différentes solutions, donc localisation, matériaux, caractéristiques, qui permettront de fournir le cahier des charges acoustique aux entreprises qui vont pouvoir réaliser. Ça veut dire qu'on va consulter différentes entreprises, enfin notre client va consulter, on peut l'assister là-dessus, mais il va consulter des entreprises qui auront un cahier des charges très clair, très précis, et qui permettront aux entreprises vraiment de répondre clairement à notre demande. Ensuite, on peut passer à la phase de travaux. Donc dans un premier temps, je l'intègre à la phase de travaux, mais ça va être de vérifier techniquement les offres des entreprises, parce que sur l'acoustique, souvent nos clients industriels ne sont pas spécialistes, donc on va quand même vérifier que l'entreprise a bien compris le cahier des charges et que son offre correspond à ce qu'on a demandé dans le cadre de l'étude acoustique. Ensuite, on va faire un suivi de la mise en œuvre. C'est important parce que vérifier qu'on utilise les bons matériaux, vérifier que l'implantation est correcte. C'est assez facile de se tromper si on ne le vérifie pas. Donc, souvent, on propose à nos clients de les assister dans cette phase. Et à la fin des travaux, on va réaliser bien sûr des mesures de contrôle pour vérifier qu'on a bien atteint les résultats escomptés. Donc, pour résumer l'approche, donc en 5 étapes, une analyse de la situation initiale ou du projet pour comprendre les enjeux et définir des objectifs. Une recherche de solutions en collaboration très étroite avec l'entreprise et les gens qui connaissent les équipements et les contraintes, les process. Les allers-retours entre ce groupe de travail et des simulations qui permettent d'évaluer l'efficacité des solutions. La définition technique détaillée des solutions définies et retenues par le groupe de travail. Et la phase de travaux. Donc c'est un process simple. Moi, je pense qu'un des éléments clés, c'est le groupe de travail. C'est lui qui va permettre de trouver les bonnes solutions. Parce que l'expérience que j'ai eue au fil des années, c'est que souvent on amène des solutions qui sont théoriques, elles n'ont pas été discutées avec les acteurs, avec les gens qui sont sur le terrain et qui connaissent les installations. Et on va avoir à la fin des solutions qui vont être mal acceptées, qui vont générer des contraintes, qui ne vont pas tenir dans le temps. Donc une solution qui tient 6 mois, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Donc en travaillant de manière très proche avec les acteurs de l'entreprise qui connaissent leur outil de production, eh bien, on arrive à trouver des solutions qui tiennent la route et qui tiennent dans le temps. Donc maintenant, je vais vous partager une étude de cas. Donc c'est un projet qu'on a fait pour Suez, pour un site chimique. Donc on avait un site existant qui était non conforme vis-à-vis de la limite de propriété. C'est un gros site. Notre client avait fait pendant plusieurs années des investissements pour essayer de se mettre en conformité et il n'était pas arrivé au résultat. Il y avait des améliorations, mais on était toujours non conforme. Donc une nouvelle fois, il avait lancé une consultation d'entreprise d'insonorisation et il s'était retrouvé avec 3 offres très différentes d'un point de vue technique et très différentes au niveau prix. Donc on avait en fait des écarts qui allaient du simple au double, mais surtout ce qui avait interpellé Suez, c'était que les solutions proposées étaient très différentes. Chacun annonçait une conformité en limite de propriété, mais avec des solutions particulièrement différentes. Donc ça les a interpellés, et en échangeant avec nous, ils nous ont demandé de faire une analyse du projet, en suivant la démarche que je viens de vous présenter, comprendre le projet, comprendre le site. Alors, je ne jette pas la pierre aux fournisseurs qui ont proposé des solutions techniques différentes, parce que le site était très complexe. On avait des centaines de sources de bruit, donc très difficile de dire « Ah oui, cette source de bruit est prédominante, oui, elle fait du bruit, mais peut-être qu'elle a peu d'impact en limite de propriété. » Donc, c'est pas intuitif, en fait. Il faut vraiment passer par une démarche, je dirais, scientifique, rigoureuse, pour arriver à trouver les meilleures solutions. Donc, notre client nous a demandé d'analyser son site, son projet, d'étudier l'efficacité des différentes solutions proposées par les fournisseurs et, le cas échéant, de trouver une solution optimisée qui n'était pas forcément celle des fournisseurs. Donc on a commencé par un audit initial, donc mesure en limite de propriété pour savoir où on en était exactement. On a identifié l'ensemble des sources de bruit du site, donc on avait plus d'une centaine de sources non négligeables, on va dire, au départ. Donc mesure pour chaque équipement, caractérisation. Donc on a obtenu ce type d'informations pour chaque source de bruit. Pour chaque équipement, on a obtenu sa puissance acoustique, c'est-à-dire la valeur de bruit qu'elle est capable de générer. Et
à partir de ça, on peut le rentrer dans le modèle de calcul qui nous permet vraiment de connaître son impact à 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, en prenant en compte des effets d'écran, tous les phénomènes de propagation. Donc ça, c'est vraiment l'audit initial. Et à partir de là, donc, on a réalisé une modélisation 3D du site avec les niveaux sonores. Alors on le voit mieux en 2D. Les niveaux sonores avec des points de contrôle en limite de propriété qui permettent de savoir où on en est. Mais en plus de connaître cette jolie carte de bruit du site, on a de l'information essentielle, c'est-à-dire que en chaque point de contrôle, on a l'influence, l'impact individuel de chaque source de bruit. Donc on sait combien on doit gagner, combien on doit traiter ou pas un équipement. Donc à partir de ce modèle, on a rentré en fait les traitements proposés par les fournisseurs dans le modèle de calcul. Donc on a en rouge ici le niveau sonore initial et en violet le niveau sonore à ce point de contrôle obtenu par le traitement proposé par un des fournisseurs. Donc on avait un objectif de 65 dBA, on voit que le traitement proposé en ce point ne permet pas d'atteindre l'objectif. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'on s'aperçoit que des sources qui étaient relativement importantes ont bien été identifiées par le fournisseur, mais les traitements proposés sont insuffisants. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas au résultat global. Et une autre information que l'on retire de ce graphe, c'est que des équipements qui étaient moins prédominants, moins prépondérants, ont été surtraités. C'est-à-dire qu'on a enlevé un grand nombre de décibels, on a fait des traitements très efficaces sur des sources de bruit qui, même si elles étaient bruyantes dans le site, avaient peu d'impact sur le niveau global en limite de propriété. Donc ça, on l'a fait pour chaque fournisseur et en chaque point. Ça nous a permis en fait de se rendre compte que quasiment aucune des propositions des fournisseurs ne permettait d'arriver à la conformité en tout point de la limite de propriété. Donc notre client nous a demandé de mettre en place un groupe de travail, d'identifier les bonnes sources de bruit, les bonnes priorités d'action et de définir les solutions adaptées. Donc on a fait la démarche que je vous ai présentée, on a travaillé avec eux, on a simulé jusqu'à ce qu'on arrive à la conformité. Donc ça, c'est une simulation avant-après les traitements optimisés. Donc on a réussi à être en conformité totale. Ça, c'est une simulation, mais en fait, à l'issue des travaux, on a fait des mesures de contrôle qui ont permis de vérifier la conformité en chaque point de la limite de propriété. Et pour conclure, on s'est rendu compte qu'aucune des propositions des fournisseurs ne permettait d'atteindre la conformité. Et au final, la solution optimale, finalement, coûtait quasiment 2 fois moins cher que la proposition du fournisseur le moins cher. Mais surtout, on avait en plus la conformité totale du site. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot d'approche intelligente. Alors, c'est un peu peut-être arrogant, mais quand on voit des choses comme ça, on se dit, franchement, c'est dommage de partir sur des approches qui ne sont pas du tout optimisées, qui vont coûter cher à la fin, et pour parfois ne pas arriver à de bons résultats. En résumé, l'approche que nous proposons, elle permet de définir les vraies priorités d'action. Ça veut dire identifier les bonnes solutions, ne pas surtraiter, ne pas sous-traiter, parfois on va, comme on l'a vu dans l'exemple du fournisseur numéro 1, on avait bien identifié les sources à traiter, mais on les avait pas assez traitées. Et d'autres avaient été surtraitées, donc on dépensait de l'argent pour rien, dans tous les cas. En travaillant avec le groupe de travail, ça nous permet de ne pas être trop théorique et donc de trouver des solutions qui sont adaptées, qui vont prendre en compte les contraintes du site, les contraintes réelles, d'exploitation, de maintenance, de production. Ça nous permet d'atteindre les objectifs visés. Et je dirais au final, de trouver le meilleur compromis, parce que c'est quand même toujours un compromis. Il y a un coût, il y a une efficacité, il y a des contraintes. Il faut choisir le meilleur compromis. C'est ce que permet l'approche que nous proposons à nos clients. Ce qui m'intéresserait dans mon travail, c'est de voir un petit peu ce que vous pouvez trouver comme solution sur des bruits que vous avez cités dans les cantines, des choses comme ça, où justement ça a un impact sur la fatigue des personnes. Complètement.
complètement sur l'impact sur les enfants, évidemment, mais aussi sur le personnel. On traite beaucoup des espaces de ce type. Alors, généralement, le problème de bruit dans une cantine, il vient d'un mauvais traitement de la réverbération. Donc, on a trop d'écho, donc on perd l'intelligibilité de la parole dans la cantine. Les gens se mettent à parler plus fort, le bruit se propage plus. Et en fait, on a ce phénomène qui est particulièrement gênant, puisque c'est un effet boule de neige. On se comprend moins bien, on parle plus fort, les autres se comprennent moins bien, etc. Donc là, la solution pour le traitement du bruit dans une cantine passe réellement par la maîtrise et le contrôle de la réverbération. Donc c'est par des matériaux absorbants. Ça va dépendre de la géométrie, de la densité de personnes, d'enfants ou de personnel. Donc en fonction de l'espace et de ses contraintes, le volume est un gros facteur. On va avoir différents types de solutions. On peut utiliser c'est pas uniquement des matériaux acoustiques, hein, ça peut être des plantes, ça peut être des objets, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut réduire les coûts aussi d'études. Vous voulez dire reproduire, ça veut dire faire du copier-coller Oui, un peu, oui. Alors, modéliser, quoi. Oui, alors évidemment, le capotage d'un groupe hydraulique ou d'une pompe ou la mise en place d'un piège à son sur une ventilation, c'est des solutions qui se ressemblent. On va quand même les dimensionner correctement puisqu'on ne va pas avoir les mêmes. Merci. Les mêmes débits, les mêmes vitesses d'air, les mêmes contraintes, les mêmes pertes de charge admissibles par le réseau. Donc il y a quand même une adaptation. C'est quand même un peu du sur-mesure, mais les principes sont souvent les mêmes. On va retrouver dans l'industrie notamment souvent des équipements similaires. Des pompes, des moteurs, des soufflettes pneumatiques, des groupes hydrauliques. On retrouve toujours les mêmes typologies d'équipements en tout cas. Donc là, effectivement, vous gagnez beaucoup de temps dans l'analyse et dans la solution proposée. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est le but. Nous, on veut pas. Notre but, c'est pas de passer du temps le plus de temps possible, c'est d'essayer de faire ce qu'il faut pour arriver au résultat. Merci.